Bonjour à tous, vous l'avez compris, on va parler de WPA. Non, pas du tout en fait. Donc je vais vous parler un petit peu de quelques retours d'expérience sur Liferay, sur la mise en œuvre de sites web mobiles. De sites web mobiles aussi bien en mobile first qu'en responsive. On verra un petit peu plus tard les différences avec les trois approches types. Mais tout d'abord, je vais essayer de replacer un petit peu tout ça dans le contexte et commencer par vous raconter une petite histoire. Donc un petit mot sur moi, ça va être très rapide. Voilà, 15 ans d'expérience, je fais du web depuis 99, merci. Ensuite, je travaille pour GFI Informatique, un très grand groupe de sociétés de services, 11 000 collaborateurs dans le monde entier et partenaire maillot du PSG Handball. D'ailleurs, il y a un maillot à gagner sur le stand GFI. Mes collègues de la practice digitale travaillent pas uniquement sur Liferay, sur d'autres solutions. Les collègues que je connais bien, j'ai le numéro de téléphone, il y a un expert UX, un directeur artistique ou encore un développeur PHP. Donc pour les impatients, je vais faire un petit résumé. Si jamais vous avez un malaise, au moins vous aurez l'essentiel de la présentation en un seul slide. Donc je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui illustre les problèmes assez courants. Je pense que ça va vous rappeler quelques souvenirs, on a un certain d'entre vous. Quelques problèmes qu'on rencontre fréquemment avec la mise en œuvre de projets avec des déclinaisons mobiles. Et j'enchaînerai sur quelques retours d'expérience, des approches qui, sur les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler, ont donné de plutôt bons résultats, en tout cas une bonne satisfaction client. Et puis on terminera sur ce qu'il faut retenir et les éléments clés. On va commencer par la petite histoire. Donc c'est une histoire complètement inventée. Par contre, évidemment, la ressemblance avec des faits réels, absolument pas fortuite. Donc, tout part d'un besoin très simple. Un besoin que vous connaissez tous. Au départ, on a un site internet avec un grand nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y en a une qui est centrale, c'est un formulaire avec un choix, la possibilité donc de sélectionner de manière facultative une valeur dans une liste. Imaginez tout simplement la sélection d'un rayonnage dans un site e-commerce, par exemple. Donc, destiné au grand public, ce site doit, c'est l'expression des besoins, fonctionner correctement sur tous les navigateurs. Donc évidemment, chacun d'entre vous comprend assez facilement ce besoin, il est quand même facile à décrypter. C'est un concept de liste déroulante, d'autant que la liste contient un grand nombre de données. On pourrait imaginer des interfaces un petit peu plus visuelles, mais avec une liste à géométrie variable, il n'y a qu'une seule solution, c'est la liste déroulante. Néanmoins, le jour où la conception avance très fort, réunie dans une réunion technique, le client précise qu'il aimerait quand même que ça ne ressemble pas vraiment au champ par défaut, parce que voilà, il faudrait que l'utilisateur il comprenne que le champ, le choix n'est pas obligatoire, et puis que la mise en forme soit un petit peu particulière, et que ça puisse se différencier de ce qu'on voit un petit peu partout ailleurs. Donc notre développeur, qui s'appelle Barney, se lève et dit « Je t'allonge, accepté ». Après quelques recherches, il a trouvé le composant ComboBox de jQuery UI qui a l'air de faire le job. Alors, on va faire un petit test en live de ce composant. Voilà, c'est la page de démo, vous pouvez tous y accéder à l'adresse publique. Donc là, effectivement, on voit que ça
ressemble pas aux composants de liste déroulante classique. Si je vais dessus, j'ai bien une sélection de valeurs. Bon. Si on compare avec un champ select classique, effectivement, c'est un petit peu plus joli. La clé dans tout ça, c'est que je peux choper un conteneur HTML. Donc j'aurai donc un certain nombre d'éléments qui me permettront d'établir des règles CSS pour changer l'apparence de ce composant. Ça va, je pense que je ne vous perds pas, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Bien. Ensuite, Barnet, qui a oublié d'être un imbécile, il a réfléchi un petit peu à son affaire. jQuery UI, c'est plutôt connu. Il y a une large communauté de développeurs et d'utilisateurs, part du principe que le code est très testé. Donc, il y a de quoi être confiant. Le problème, c'est que lorsque le projet avance, au bout de quelques développements, donc le développement se passe plutôt pas mal, mais en approchant de la date butoir, vous savez ce que c'est, hein, plus le temps passe, plus on se rapproche des dates butoirs, et plus vous avez des personnes haut placées qui se mettent à tester les applications, surtout quand la communication est positive autour de ça. Et le boss téléphone, bon, bah, j'ai testé sur iPhone, ça ne marche pas ton truc. Hein. Donc, quand il va sur le site du concurrent, il choisit le type d'article qu'il veut acheter, et il n'a pas de problème sur iPhone. Alors, je sais que ce n'était pas dans ta demande initiale, mais en attendant, c'est bloquant, je ne peux pas acheter sur mon smartphone. Et puis là-dessus, il y a le vice-président qui utilise un outil de lecture d'écran et qui lui dit qu'il n'arrive pas à sélectionner le champ par son lecteur d'écran habituel. En tout cas, il ne s'y retrouve pas. Voilà, en rentrant un peu plus dans le détail, voici ce qui cloche. Avec un composant comme celui-ci, l'affichage sur un PC de bureau, vous venez de le voir, est plutôt sympathique. Sur un mobile, l'affichage, il est strictement identique. Alors que sur un champ select standard, bah, effectivement, ce n'est pas très beau, mais sur le mobile, l'IHM, elle est totalement adaptée à un usage sur un petit écran et avec des gros doigts. Alors, prenons un petit peu de recul. Qu'est-ce qui a cloché là? Dans le fond, le choix, il était a priori peu risqué. Il s'est posé les bonnes questions par rapport au fait que sa solution soit peu utilisée ou au contraire assez fréquemment utilisée, qu'il y ait une grosse communauté de développeurs, qu'il y ait de la correction d'anomalies, que ce soit maintenu. Mais du côté technique, il a peut-être perdu de vue quelque chose d'important. Tout d'abord, il s'est focalisé sur le challenge technique. Et nous, les développeurs, on a tous ce défaut-là parfois. On aime bien savoir où est le challenge, au point où on en vient parfois à négliger ce qu'un composant standard peut avoir dans le ventre. En l'occurrence, il y a quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement autour de composants standards, des attributs title, qui nous font une infobulle avec un simple attribut HTML. La prise en charge de la saisie au clavier, qui est prise en charge automatiquement par le browser, puisque le composant est standard. Donc ce qui est important pour l'accessibilité notamment. Un affichage qui est adapté au device utilisé par l'internaute. Donc on a parlé du mobile, mais c'est valable pour d'autres types de devices. Le seul trade-off, c'est qu'il faut accepter que ça se présente différemment. C'est justement le but.
y a une autre erreur, comme je le disais, c'est la gestion des priorités. La difficulté technique, on se focalise toujours dessus, mais en l'occurrence, là, la difficulté technique, elle était sur un besoin totalement mineur. Principal, c'est de ne pas briser l'acte d'achat, le parcours de l'utilisateur, dans les différents choix qu'il peut faire pour aboutir. Donc de son côté, le client, il a probablement, lui non plus, pas assez insisté sur ses priorités. Lui aussi s'est focalisé, un peu en miroir du développeur, il s'est focalisé sur un détail pseudo-esthétique, et il a avant tout pensé la différence qu'il pouvait faire en perdant lui aussi la vue sur ses priorités. Et puis, accessoirement, pour un site orienté vers le grand public, il a perdu de vue le sujet de l'accessibilité et le sujet du mobile. Alors, même sans penser, même sans budgéter une version mobile, le minimum est au moins de s'assurer qu'on ne part pas dans une direction qui va rendre un site totalement inutilisable sur mobile. Donc, si on prend un peu de recul avec cet exemple, là, je me suis concentré sur un type de champ qui est assez basique et que tout le monde connaît, mais ça correspond aussi à des cas d'usage beaucoup plus pointus sur l'usage de framework JavaScript, par exemple, qui ne serait pas maîtrisé. Tout d'abord, le point important, c'est que le mobile n'est pas tout à fait un cas comme les autres. Même si un site responsive peut être une simple déclinaison du site mobile, il ne faut pas perdre de vue qu'au moins au moment où on maquette les écrans, il faut le penser pour 2 ou 3 types de largeur et de gabarit type. Ensuite, dans le choix technique proprement dit, Barnet il a un petit peu réinventé la roue, puisque ce composant Combo Box, il sert un peu plus à faire de l'autocomplétion qu'à faire de la sélection. Et puis enfin, depuis quelques années, la tendance du web a tendance à revenir à un peu plus de simplicité et un peu moins de fioritures, et des composants comme celui-là sont plus forcément vus comme des valeurs ajoutées. On peut parler du flat design, par exemple, qui est très à la mode en ce moment. Et si vous regardez bien, un des gros avantages du flat design, c'est que l'implémentation technique, elle n'est pas très compliquée. L'autre point clé, c'est le comptage de clics. Quand on conçoit une interface, on doit penser au nombre de clics ou au nombre d'actions, si on est sur tactile, qu'on va devoir faire pour arriver à ces fins. Et ça va vraiment dans le sens d'interfaces simplifiées et épurées. Donc la clé de ce qui s'avère vraiment un facteur de succès important, c'est avant tout maîtriser la partie UI quand on veut que ça marche bien sur mobile et que ce soit bien perçu par les utilisateurs. Tout d'abord, une UI, ce sont des codes pour le développeur et des codes pour l'utilisateur. Tout le monde les reconnaît, y compris des utilisateurs et des internautes occasionnels. Bon, alors, par exemple, un texte coloré, souligné, c'est un lien hypertexte. Voilà, premier coup d'œil, on comprend. Un champ rectangulaire délimité qui me permet de saisir un texte, c'est un champ input. Des boutons radio qui permettent de faire un choix unique, là aussi tout le monde connaît, alors que des cases à cocher vont me permettre de faire plusieurs choix et de cocher ou pas selon mes choix. Alors c'est la base, tout le monde connaît ça. Mais très souvent, j'ai vu des projets où on avait perdu ça de vue. Où à un moment donné, quelqu'un s'était dit « Ah, ce serait bien de faire une liste de cases à cocher, et puis quand on en décoche un, quand on en coche un, ça décoche les autres. » Je pense que ça vous parle, vous avez probablement déjà vu ça. Bon, on réinvente la roue, ça existe déjà, c'est les boutons radio. Donc sortir de ces codes, c'est à la fois dérouter le lecteur,
dérouter les outils qui vont faire la lecture, éventuellement, et c'est compliquer la vie du développeur, bien sûr. Donc, un autre point clé avec la maîtrise de l'UI, et qu'on perd trop souvent de vue, c'est la performance d'affichage et la réactivité. Ce que les utilisateurs appellent en tout cas la réactivité. C'est un sujet fondamental avec l'arrivée des interfaces tactiles. Et la clé pour avoir une interface rapide et facile à utiliser, c'est de garder en tête que plus on donne de travail au moteur JavaScript pour faire de l'affichage, moins il restera de ressources au terminal pour rester réactif. Alors, ça n'interdit absolument pas de faire l'usage de JavaScript et de framework JavaScript avancé. Ça veut simplement dire qu'il faut essayer de ne pas faire de cumul. Parce que ce qui est important avec cette performance d'affichage, c'est que ça ne se mesure pas par des temps de réponse. Le temps de réponse, c'est le temps que met le serveur à réagir et à vous envoyer une réponse, auquel on ajoute la qualité de votre connexion Internet. Là, on parle de quelque chose qui agit juste après, lorsque le chargement était effectué. Alors, les outils utiles pour mesurer cette performance, déjà, il y a les débuggers des browsers que vous connaissez tous. Le plus important, et qu'on ne regarde pas assez, c'est l'onglet Network. Parce que dans l'onglet Network, vous allez voir combien de fichiers sont chargés en accompagnement de votre page, et vous allez voir combien de temps mettent chacun de ces fichiers à être chargés, notamment les fichiers JS. Vous avez des outils comme Wiselo ou PagePage Insight, j'arrive pas à le dire, qui sont facilement téléchargeables, qui s'installent sur le browser et qui permettent d'avoir des évaluations de la performance d'affichage de votre page. Enfin, sur tout ce qui est test de performance en ligne, vous pouvez avoir l'équivalent de ces outils pour les browsers. Et puis, il y a quelques outils de test de performance qui, en plus de mesurer le temps de réponse, intègrent la mesure du onload. Ce sont des outils payants, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de pub, mais c'est ceux qui coûtent cher. Donc, voilà, il ne faut pas perdre de vue ces fondamentaux-là, et la clé, c'est vraiment de limiter la quantité de JavaScript nécessaire à l'affichage de votre page. Donc maintenant, on va un peu plus parler des fondamentaux techniques d'une mise en œuvre sur Liferay. Donc les fondamentaux techniques, tout d'abord, c'est de toujours se garder la possibilité d'utiliser le Device Recognition Provider et le magnifique module de règles qui est présent dans Liferay, qui, donc depuis la version 6.1, et qui permet de faire un certain nombre d'actions adaptées au mobile. Le plus parlant, c'est typiquement de pouvoir basculer sur un thème mobile dédié pour eh bien, avoir un code qui va être léger et avoir le moins de code mort possible, aussi bien au niveau CSS, JS que HTML. Le gros intérêt de cette approche-là, en plus, c'est qu'on garde des pages communes. Donc tout ce qui est URL, moteur de recherche, référencement, les URL ne changent pas, c'est la manière de les afficher qui change. Donc ça vous ôte tout un tas de soucis. Et en plus, vous n'avez pas besoin de faire de double contribution. Alors, on pourra remarquer que cette approche-là, ça fonctionne aussi si on fait du responsive, full responsive. Bientôt, là, je vais publier sur le marketplace. Il est en cours de QA. Une alternative au Device Recognition Provider qui ne fait pas usage de WURFL. Si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, le petit souci avec WURFL, c'est qu'il porte un fichier XML qui est très très gros et qu'il faut maintenir parce qu'il contient pratiquement un catalogue de tout ce qui se fait en device mobile et pas mobile d'ailleurs.
Donc c'est super, hein, ça permet d'avoir des détails très utiles, notamment la taille de l'écran, mais à maintenir, ça demande pas mal de travail. Donc ce qui va arriver bientôt sur le Marketplace, c'est un plugin qui simplement fait une analyse du User Agent et permet d'être reconnu dans le système de règles de Liferay. Donc, en termes d'outils de développement, le minimum sur le browser du développeur, tout d'abord, c'est le debugger. Si celui d'origine ne vous plaît pas, vous pouvez en installer un autre. Avoir un convertisseur de User Agent et utiliser la preview de Liferay 6.2 que vous connaissez. Quand on a ça, on a de quoi développer et tester un minimum sur mobile. Donc avec le convertisseur, vous allez faire croire à votre serveur que vous êtes un Android ou un Apple. Et derrière, la preview avec une largeur d'écran correspondant au device vous permettra d'avoir dans l'ensemble un aperçu de ce qui va se passer. L'autre point qui me semble indispensable, c'est d'installer un outil de monitoring de la performance d'affichage. Parce que, encore une fois, si on pense aux écrans mobiles, il faut qu'on pense à la performance d'affichage. Sur le principe, dans l'équipe de développement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un référent qui suit l'évolution du temps total de chargement ou encore de la note renvoyée par Wildstorm, par exemple, pour réagir rapidement en cas de dégradation, si jamais quelqu'un qui a poussé un développement qui s'avère trop pénalisant. L'autre point clé, c'est de minimiser la quantité de code mort, particulièrement JavaScript. Donc il est inutile d'encombrer la page de composants de style dont personne ne va se servir, en tout cas quand on est sur un type d'écran donné, et de coder des CSS et des JS spécifiques qui ne serviront que dans la déclinaison mobile. C'est un des gros intérêts de faire un thème dédié. L'autre point clé, c'est de ne pas utiliser de JavaScript quand on n'en a pas besoin. Donc de privilégier les composants formulaires standards, les inputs, les textes area, etc., et une navigation entre les pages par lien hypertexte. Éviter les on-click, je déclenche un traitement et je réinvente la roue. Un lien hypertexte, c'est un lien hypertexte. Un autre point clé, c'est d'éviter le cumul de framework JS. Pour le coup, là aussi, c'est du vécu et plusieurs fois. À la base, il ne faut pas perdre de vue qu'un framework JS, il va s'articuler autour du parcours du DOM. Donc, deux frameworks, potentiellement deux parcours. Sur des browsers comme les déclinaisons d'IE, par exemple, ça fait très mal. Sachez juste que, encore une fois, c'est un conseil, c'est pas quelque chose, c'est pas une remarque qu'on est obligé de suivre systématiquement, mais il faut savoir quel est le coût qui est derrière. Et typiquement, quand on a un besoin d'utiliser un framework JS sur une partie du site, ben à ce moment-là, on fait en sorte de ne la charger que sur cette partie-là. Donc sur Liferay, il y a un framework JS qui existe, c'est la UI. Donc autant s'en servir. En plus, un petit détail qui n'est pas anodin du tout, c'est qu'Alloy UI, il est intégré dans Liferay. Quand on utilise une version entreprise de Liferay, c'est Liferay qui le maintient. Donc on n'a plus à le maintenir soi-même. En plus, vous l'avez vu dans le petit exemple, mais en prenant du recul, je pense que vous avez pas mal de cas de figure où vous avez pu rencontrer un certain nombre de cas où, avec le recul, vous auriez pu vous en passer. Pour scroller verticalement sur une partie d'écran, on a souvent une demande comme ça. La directive CSS Overflow Y-Scroll, ça suffit. Pas la peine d'aller inventer des JavaScript pour aller piloter une scroll bar. Ça marche très très bien sur mobile, le Overflow Y-Scroll. Et c'est pratiquement compatible partout, sauf peut-être
un mobile de 2004 et encore. Et puis surtout, le navigateur, il saura directement adapter ça à l'interface utilisée. Pour afficher sur un écran, avoir un affichage homogène, vous pouvez tout bêtement utiliser des dimensions en pourcentage. Là aussi, vous savez que sur un grand nombre d'écrans, vous arriverez à vos besoins. Si vous faites tout en pixels, eh bien, il va falloir faire des déclinaisons d'écran type. Donc, le tag Meta Viewport vous permet de faire le dimensionnement avec la taille réelle d'un pixel CSS. Combien d'entre vous êtes familiers avec la notion de pixel CSS? Ouais, il y en a certains qui ça dit quelque chose. Le pixel CSS, ce n'est pas un pixel d'écran, c'est un pixel logique. Vous avez beaucoup de devices mobiles qui sont en pixel CSS 320 par 400, alors qu'en fait, l'écran, il est bien plus détaillé que ça. Donc, typiquement, il y a deux configurations qu'on retrouve. La première, je vais encore me risquer une prononciation anglaise, donc device width, permet de dimensionner la taille réelle et va donc différer selon la taille des écrans respectifs. L'autre approche, c'est de forcer une taille typique. Ça va privilégier un aspect fixe. Ça permet de respecter des maquettes au pixel près, mais sur certains devices qui ont des écrans 10 ou 15% plus gros, ça peut faire un peu plus cool. Un autre outil assez pratique, ce sont les Media Queries CSS. Dans vos CSS, vous mettez une directive de ce style, donc @media suivi d'un certain nombre d'options. Donc cet exemple-ci fixe une limite à 420 px pour détecter si on est en mode paysage ou en mode portrait. Donc typiquement, dans cet exemple-là, on peut protéger des règles CSS adaptées à une orientation paysage à l'intérieur de ces accolades. Bon, c'est une petite recette de cuisine qui marche plutôt pas mal. Un autre usage standard, le mail. Vous savez que sur les devices mobiles, on a une messagerie installée. Un simple mail to sur une page sera automatiquement compris par votre device et va ouvrir l'outil de messagerie. C'est encore plus fort avec le téléphone, C'est encore plus fort avec le téléphone, puisque quand vous mettez un lien href précédé de ce préfixe, vous aurez votre téléphone qui va s'ouvrir avec le numéro prêt à taper. Ensuite, sur les recherches d'adresses, tout ce qui est redirection vers la cartographie, là, il y a une déclinaison, mais là encore, ce n'est pas très compliqué non plus. Un simple lien hypertexte, en fait, qui, sur Android ainsi que sur Windows Mobile, ça va marcher aussi. Vous allez rediriger vers Google Maps avec juste la requête Q égale sur l'adresse saisie ou l'adresse prédéterminée. Sur iPhone, c'est l'adresse de chez Apple. Donc, maintenant, mobile first, responsive, demande souvent qu'est-ce qui est mieux. Généralement, on n'a pas trop le choix. Mais restons sur la technique. Techniquement, il n'y a pas photo, mobile first, c'est beaucoup mieux. Condition de rester simple et épuré. On commence par une approche minimaliste. Donc, on est obligé d'être pragmatique et de faire des choix sur ce qui est important sur les écrans. Si on fait des choix, ça veut dire qu'on a une approche pragmatique des choses. Ça veut dire qu'on va limiter la quantité d'informations à l'écran. Ça veut dire qu'on n'aura pas de code mort. Ça veut dire qu'on aura j'ai fait un lapsus d'ailleurs, une appli réactive, un site web réactif, ça va ressembler à une appli. Voilà. Ça oblige à cibler ce qui est vraiment important, je viens de le dire. Évidemment, les inconvénients, c'est que si on part sur du framework spécifique mobile, le taux de réutilisation sur la version classique risque d'être faible.
Les écrans de la version classique, derrière, il faut essayer de se forcer un peu à tirer parti de ce qui a déjà été fait sur le mobile. Et enfin, attention à la problématique des URL, puisqu'on est parti sur une version spécifique mobile. Si on fait quelque chose qui est complètement différent sur le desktop, il va vraiment falloir se poser la question de la continuité des parcours d'URL. Mais ce choix, il est rarement dicté par l'équipe technique, on ne va pas se mentir, c'est une question de budget. Ensuite, le responsive design, l'intérêt, c'est d'avoir une approche pragmatique, low cost. Le mieux, c'est de prévoir 3 gammes d'écrans et de dispatcher les règles CSS par des media queries comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas de contenu d'administration en double. L'inconvénient, c'est que vous avez un petit peu de code mort. En résumé, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Moi, celle que je recommande souvent avec Liferay, c'est de mixer les mobile rules de Liferay, donc justement avec le Device Recognition Provider, et ainsi de pouvoir changer le thème sur des gabarits types, et puis à l'intérieur d'un thème, pour pouvoir s'adapter à 2 ou 3 écrans types, mettre des media queries. Dans l'ensemble, on aura une quantité de code mort et une performance d'affichage qui va donner de bons résultats. Donc en résumé, comme l'a dit Colin Chapman, light is right. La standardisation, c'est la clé. Utilisez des codes standards HTML avant de perdre votre temps à étudier des JavaScript qui, finalement, ne correspondront peut-être pas à la priorité du besoin de l'utilisateur. De facto, ne perdez jamais de vue qu'un composant standard, il est ergonomique parce qu'il est compris par l'utilisateur qui a l'habitude de les voir. Il est optimisé parce que le browser a l'habitude de les afficher et il est conçu pour les afficher. Il est responsive parce qu'il est pris en charge par le browser et sera affiché différemment suivant le device qui sera utilisé. Et enfin, il sera compris par les dispositifs d'accessibilité, notamment les lecteurs d'écran, parce que c'est un composant standard et le lecteur d'écran sera capable d'intercepter sa lecture. Si vous faites quelque chose de différent et de propriétaire, vous devez vous poser ces 4 questions et trouver une solution pour chacune. Enfin, le fait d'utiliser des composants standards, ce n'est pas parce que ça existe depuis les années 90 pour certains que ça ne permet pas l'innovation et le progrès. Dernièrement, le input type file, depuis la version 4 d'Android, il est capable d'aller lire dans les galeries de médias et l'appareil photo. Si vous avez fait une autre approche, oui, tout à fait. Et Select, c'est adapté à un usage pour mobile, comme on a pu le voir. TextArea est devenu de taille réglable à la souris sur les navigateurs modernes, y compris les mobiles. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités, sans même faire évoluer un site, on en profite gratuitement. Si on a fait du propriétaire, ça reste figé dans le temps. Donc enfin, une petite remarque, un retour aux fondamentaux, c'est plutôt dans l'air du temps, en termes de concept à la fois projet et en termes de conception ergonomique. Vous avez des concepts comme le flat design, comme des approches méthodologiques comme l'agilité tout simplement. Toutes ont un point commun, c'est qu'on travaille sur une approche simple, quitte à l'enrichir par la suite. Eh bien ça, sur une mise en œuvre mobile, c'est la clé du succès. Si on ne doit en retenir qu'une, c'est celle-là. Voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, être pragmatique dans la gestion du projet, de ses priorités. N'hésitez pas à conseiller en tant que sachant technicien. N'hésitez pas à conseiller d'aller dans le sens de la simplicité, parce que vous avez le poids pour le faire. Trop souvent, on se minimise, et face à une MOA, il faut garder en tête qu'on est capable de lui dire « ça, je l'ai vu, ça marche mieux ». Maîtrisez-lui au niveau de ses aspects techniques. Quand on dit maîtrise, c'est savoir exactement quelle est chaque ligne de code dans mon UI. Évitez
d'avoir du code mort et éviter d'avoir du code que vous ne maîtrisez pas. Parce que sur mobile, ça ne pardonne pas. Préférez une approche standardisée, ça vous évitera d'avoir ce genre de problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je crains qu'on n'ait plus trop de temps pour des questions. Néanmoins, je serais ravi d'y répondre. Oui. Donc là, en fait, vous avez parlé du responsive. Donc, le fait de partir de l'installation du plugin de reconnaissance du device et aussi en fait de définir des règles. Mais ça, sur Liferay, ça ne permet pas de répondre à tous les besoins. Notamment, en fait, par exemple, si on part des composants déjà en native Liferay, je prends l'exemple de calendrier ou bien du forum, même si on définit des règles, après sur le mobile, ça ne va pas s'adapter en fait, en termes de fonctionnalité, en termes des boutons, en termes de quoi on affiche. Donc ça rend le composant inutilisable, même si on aura des layouts différents, mais ça reste un problème derrière. Donc est-ce qu'il y a des moyens pour adapter même les fonctionnalités pour le mobile, ou bien qu'il y a d'autres portlets déjà prêtes pour le mobile, ou comment ça se gère au niveau de Liferay? Alors, déjà, le responsive, ce n'est pas le device recognition provider. Responsive, c'est vraiment la détection de la largeur de l'écran avec l'adaptation en temps réel. Donc le site classique de Liferay, sans même utiliser le device recognition provider, il est responsive. Alors effectivement, il y a des portlets qui vont être taillés pour avoir une largeur minimale qui ne vont pas s'afficher correctement. Ben, c'est là où il va falloir développer et faire du Ruskin CSS. Et du coup, alors, on est obligé le terme de faire... Ruskin, les intégrateurs HTML le connaissent bien et les directeurs artistiques le connaissent. Ce terme Ruskin, c'est un mot-clé. Généralement, les directeurs artistiques, quand vous dites Ruskin, ils font un petit peu la tronche parce qu'ils savent qu'ils auront un peu moins d'inventivité. Mais vous, ça vous garantit que vous allez pouvoir rester proche du standard. Et du coup, on est obligé de passer par le développement spécifique. Ça, c'est pas pris en compte par Liferay par défaut, c'est ça? En fait, le gros intérêt, vous allez faire un développement spécifique, oui, mais dans votre thème. C'est-à-dire que vous allez rester sur de la CSS. Donc sur une partie que vous maîtrisez, que vous livrez. Et l'idée, c'est de ne pas changer le HTML. Comme ça, vous restez avec le composant standard Liferay, vous faites une montée de version, ça va continuer à marcher. D'accord. Ok, merci. Bonjour, j'ai une question pratique sur l'usage du framework standard Liferay à l'OUI. Oui. Pour savoir s'il y a des pièges particuliers ou s'il est adapté aux besoins mobiles. Alors, le principal piège, c'est qu'il va beaucoup changer dans la version 7. C'est ça le principal piège. Donc, oui, effectivement, si on utilise Allo UI dans sa version actuelle, il faut prévoir qu'il y a un petit peu de montée de travail lors de la montée de version. Il n'y a pas de... Dans le framework, on va retrouver les outils essentiels dont on a besoin. On a quelques possibilités qui sont offertes avec Liferay. En fait, elles sont illustrées dans le thème classique qui est livré avec la version qu'on connaît tous, par la détection donc, de la largeur de l'écran pour faire du responsive. Mais derrière, en fait, on n'a pas besoin de trop s'en soucier de ça. On va pouvoir faire ça uniquement en implémentation CSS et on n'est pas vraiment dépendant d'une compétence particulière sur Allo UI. Il faut savoir comment on fait du Ajax avec Allo UI, quoi. Voilà. Pas d'autres questions? Bon. Encore une question? Encore une dernière question avant la pause. On a un peu de temps, donc on en profite un peu. Merci. Juste, je pense, une question qui conduit à une petite réponse. Vous n'avez pas évoqué dans le responsive design Bootstrap. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est plus ou moins propriétaire ou parce que c'est inclus, je crois, si je ne me trompe pas, dans Liferay, la fonctionnalité ou les. Alors, c'est une méthode d'implémentation. Bootstrap. Ouais, c'est une méthode d'implémentation, donc effectivement, qui fournit un certain nombre d'outils.
Alors Bootstrap, il faut bien voir que c'est une stack complète technique qui permet de faire l'implémentation. La partie la plus utile d'ailleurs dans Bootstrap, c'est SAS, qui permet de faire de l'implémentation de CSS de manière un petit peu plus synthétique et facile à lire, qui apporte certaines fonctionnalités supplémentaires aussi, avec un précompilateur de CSS. Mais à proprement parler, Bootstrap, ce qu'il apporte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité à implémenter directement en CSS des déclinaisons mobiles à partir de quelques mots-clés. Mais ça ne révolutionne pas le concept de départ. Le truc, encore une fois, moi, le conseil que je donne, c'est vraiment, quand on fait du responsive, c'est d'éviter de charger la mule en quantité de code, parce qu'on va déjà avoir potentiellement des parties sur l'écran qui ne vont pas intéresser les utilisateurs du mobile. C'est ça la clé. Ce n'est pas vraiment la stack technique. Le problème, il n'est pas technique, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous.